Bonsoir à tous, c'est le moment d'ouvrir un nouveau package du grand rendez-vous. C'est le début de la semaine et c'est parti pour les 5 numéros de celle-ci. Alors, pour ce soir, ils sont 3 à dire oui à notre invitation. Il s'agit d'un géographe environnementaliste, d'un spécialiste en normes, contrôle de qualité et technologie des denrées alimentaires et d'une chef d'entreprise, une entreprise qui initie bien sûr les femmes aux technologies de l'information et de la communication. Ils seront là à tour de rôle, bien évidemment, sur ce plateau, juste derrière la météo. Merci, merci donc à vous tous d'être sur le grand rendez-vous ce soir. Hier, la communauté internationale a lancé un appel à investir dans la Terre, à l'endroit bien sûr de toute la planète. La Terre a une valeur, investissez-y, thème de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification, célébrée ce soir sur Nature et Bien-être dans un instant. 18 juin, c'est la journée mondiale de la gastronomie durable, un modèle d'alimentation saine et écologique, nous dira tout à l'heure l'expert de ce jour. Les femmes dans l'entrepreneuriat, oui, c'est un souhait. Et dans l'éthique, c'est encore plus avantageux pour l'économie du pays avec la 4e révolution planétaire. Il s'agit bien sûr de celle d'éthique. Nous allons en parler tout à l'heure sur la rubrique Autant savoir de ce grand rendez-vous qui va vous offrir tout à l'heure à 19h45 exactement le journal avec Estelle Pazou, déjà en place à la rédaction de BB24 pour nous présenter les titres de cette édition du 19h45. Bonsoir Estelle Pazou. Bonsoir Assioum, mesdames, messieurs, bonsoir. On se retrouve en début de semaine. Dites-nous déjà avec quoi vous nous êtes revenus du week-end, parlant bien sûr d'actualité. Alors, la vieillesse rime souvent avec certains maux, douleurs musculaires, fatigue ou même dépendance. Que fait le Bénin pour une prise en charge de ces seniors? On en parle. Le Sodabi, l'alcool made in Bénin, est disponible à presque tous les coins de rue de Cotonou. Les kiosques de vente se multiplient. Tous les jeunes ne résistent pas à la tentation. Certains se laissent aller à l'alcool. Et puis, ils s'invitent dans vos manifestations, prennent votre image sans votre consentement. Ce sont des photographes qui transgressent le droit à l'image, ce qui leur vaut l'appellation de photographe débarqueur. Restez avec nous pour tous les détails, c'est à 19h45. Vous avez passé le week-end à suivre ces photographes débarqueurs, on dirait, hein, Estelle Pazou? Non, pas du tout. Je n'étais à aucune manifestation, donc pas de photographe débarqueur. Ah, d'accord. En tout cas, on va essayer de suivre ce reportage tout à l'heure à 19h45, dans le détail, bien sûr, du 19h45. Allez, merci beaucoup à vous. Rendez-vous tout à l'heure. Avec vous, chers téléspectateurs, nous allons ouvrir les plateaux. Les invités vont passer à tour de rôle. On commence par
Nature et bien-être. Nature et bien-être, thème de la journée mondiale de la célébration, jeudi, la célébration de la journée mondiale de lutte contre la désertification. Pour le compte de cette année, la terre a une valeur, investissez-y. On va détailler ce thème avec l'invité de Amandine Aniambossou dans un instant. On suit d'abord ce reportage de Amandine elle-même, voilà, qui nous parle déjà de la désertification. C'est en introduction. La désertification, un phénomène qui affecte la sécurité écologique de notre planète commune. À l'instar de la communauté internationale, le Bénin s'est engagé à lutter contre le danger. Plusieurs actions sont mises en œuvre. Il y a un cadre institutionnel, parce qu'il y a un comité national qui regroupe des cadres des ministères concernés. Il y a un cadre législatif et réglementaire. Donc il y a des lois et des décrets mis en place pour combattre ce phénomène. Les activités, notamment celles de certaines ONG et celles des pouvoirs publics, notamment le ministère de l'Environnement, à travers les différentes séances de reboisement et autres, tend à gagner beaucoup de terres qui autrefois étaient devenues arides. Aujourd'hui, avec cette lutte, nous avons gagné beaucoup d'hectares, beaucoup de terres qui jadis étaient vraiment dépourvues de végétation. En dépit des efforts effectués, des comportements restent encore déplorables. Nos populations, même quand elles comprennent, ont acquis des façons de vivre, des manières de faire, des habitudes qui leur sont difficiles, qui leur sera difficile d'abandonner. Nous avons le secteur du coton qui utilise beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides. On a aussi des méthodes culturelles qui ne sont pas appropriées. On continue avec le développement des monocultures. On fait la culture itinérante sur brûlis. Ce sont des méthodes qui portent atteinte à la terre. Nos populations ne savent pas manipuler les intrants, tout ce qui peut les aider à maximiser les cultures, à accroître leur rendement. Une évaluation a été faite entre-temps et on a vu que beaucoup reste à faire. Pour une lutte bien réussie et bénéfique, il reste vraiment à faire. Il reste à poursuivre ce qui est fait. Il reste à mobiliser des moyens et rester ensemble pour mener des actions cohérentes et coordonnées. Il reste à mettre en place des systèmes de suivi. Il faut que nos sensibilisations se fassent désormais dans nos langues locales pour que la cible, les vraies cibles, comprennent le langage que nous véhiculons, ce que nous voulons leur faire comprendre pour qu'ils puissent accepter de changer leur comportement. Dans la même lancée, les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 prévoient d'ailleurs de lutter contre cette dégradation en recourant à des modes de consommation et de production durables et en prenant d'urgence des mesures préventives contre les changements climatiques. Oui, on en prélève un trop de la terre, la preuve qu'elle a de la valeur. Mais il faut plutôt, en prélevant, penser également à y investir. En tout cas, c'est ce que nous dira tout à l'heure l'invité de Amandine Aniambossou. Il s'appelle Kouagou Nata Mpo. Il est géographe environnementaliste, spécialiste des risques et catastrophes. C'est ça? Absolument. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation, de nous retrouver sur ce plateau pour aborder la célébration, notre célébration sur le grand rendez-vous, n'est-ce pas, Amandine Aniambossou, de la journée mondiale de lutte contre la déforestation. Contre la désertification. La désertification, pardon. Et la désertification et la sécheresse, oui. C'est ça. Bonsoir à vous, Assem Gaba. Oui, c'est un plaisir de vous retrouver, toute souriante, en tout cas, comme quoi le week-end, ça s'est bien passé. Bon, on a fait avec. D'accord.
Alors, on parle, on célèbre bien sûr notre journée aujourd'hui. C'était hier la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Hier, il n'y a pas eu de grand rendez-vous. Voilà. On a voulu rattraper l'événement aujourd'hui, donc on va consacrer toute la semaine. Les grands événements sont sur le grand rendez-vous, voilà. Mais avant de parler de désertification, il faut déjà savoir ce que c'est que la désertification. Monsieur Kouabou Natampo, qu'est-ce que la désertification? Et merci beaucoup à BB24 pour l'honneur qu'il nous fait en nous invitant sur ce plateau afin d'opiner ou de discuter sur la question de désertification, une question qui ne laisse personne indifférent aujourd'hui au regard des nombreuses conséquences et des nombreux impacts que ce phénomène a dans nos vies. Alors, quant à la définition de la désertification, il faut retenir simplement que c'est un processus qui conduit à la dégradation des terres et des ressources naturelles. Et lorsqu'on parle de dégradation, dégradation des terres ou des ressources naturelles, il faut retenir simplement que la dégradation, c'est un phénomène qui conduit beaucoup plus à une perte permanente ou partielle de la productivité biologique et économique des écosystèmes et des agroécosystèmes. Voilà un peu ce qu'il faut retenir de la définition. Donc il n'y a pas une différence entre désertification et dégradation des sols? En fait, la désertification, enfin la dégradation des terres est une conséquence de la désertification. Voilà. Et quelles sont alors les causes de la désertification? Qu'est-ce qui amène cette désertification-là? Oui, vous savez, tout phénomène en lui-même a généralement des causes naturelles. Mais ces causes naturelles ne font pas le poids devant les causes beaucoup plus anthropiques. Donc l'action de l'homme est souvent beaucoup plus incriminée. Alors, donc, comme je viens de le dire, donc nous avons deux causes essentiellement, les causes naturelles et les causes anthropiques. Alors, lorsqu'on parle de causes naturelles, c'est que la Terre, dans son processus d'évolution et également à travers le climat, nous avons une alternance entre les périodes de sécheresse et les périodes de pluie, etc. Vous n'êtes pas sans savoir que ces dernières années, nous parlons beaucoup plus de réchauffement global de la planète et de changement climatique. Donc, en eux-mêmes, ces deux phénomènes, le réchauffement de la Terre ou de la planète et le changement climatique, ont en eux-mêmes des causes beaucoup plus naturelles parce que vous pouvez avoir l'émission des gaz à effet de serre de façon naturelle à travers les animaux. Par exemple, les déjections animales donc, produisent du méthane qui contribue également à réchauffer la planète. Donc bref, c'était juste une parenthèse pour montrer un peu combien la désertification pouvait avoir une cause naturelle à travers les périodes, les poches de sécheresse que l'on remarque au niveau du climat. Maintenant, quant aux causes anthropiques, il faut retenir beaucoup plus ici que c'est l'action de l'homme. Et quand on parle d'action de l'homme, c'est beaucoup plus des pratiques non écologiques, à savoir la déforestation, sans penser à une rémédiation. On coupe depuis toujours, mais on ne remplace pas. Il y a également l'utilisation de fertilisants ou d'engrais chimiques qui contribuent grandement à la dégradation de nos sols et à leur appauvrissement, soit temporaire ou permanent. Nous avons également les pratiques de culture, et on a parlé de l'utilisation de l'engrais aussi, les cultures itinérantes sur brûlis, telles que l'élément de tout à l'heure a su bien le relever. Donc, qui constituent entre autres les actions que l'homme développe de temps ou bien de façon permanente sur son espace, sur son milieu, sur la terre et qui contribuent à appauvrir sérieusement celle-ci. Voilà. Alors, quand vous parlez de dégradation de sources naturelles, est-ce que la Terre elle-même n'a pas un système d'auto-réparation? Quand c'est naturel, on a l'impression que c'est facile à la Terre elle-même de régler, sinon d'établir l'équilibre. Oui, bien évidemment, chers journalistes. Oui, si
la Terre avait cette capacité, on n'aurait pas aujourd'hui des grands espaces désertiques à l'instar du Sahara et des autres domaines désertiques que vous connaissez. Oui, c'est vrai, l'autorégulation est tout naturelle parfois, mais les actions anthropiques viennent amplifier un peu les causes naturelles et ça fait que l'autorégulation devient difficile à la Terre ou devient difficile aux écosystèmes. Donc voilà un peu ce que je tenais à apporter comme contribution. Est-ce que selon vous, c'est opportun une journée pour lutter contre la désertification et la sécheresse? Absolument, c'est bien opportun. En fait, la communauté internationale, depuis 1972 ou depuis plusieurs décennies, ne reste pas sans action quant à ce phénomène qui touche la majorité des pays du monde et particulièrement l'Afrique. Donc, d'où la création ou l'instauration d'une journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Donc, journée au cours de laquelle on rappelle un peu les dangers que les pratiques de l'homme ont sur l'environnement, ont sur la terre, etc., etc. Donc voilà un peu l'origine ou encore voilà un peu l'importance de la journée, de cette journée. Et que vous inspire alors le thème de cette année? La terre a de la valeur, investissez-y. Voilà. Le thème de cette année, le thème, la thématique de cette année, comme vous avez su bien le souligner, inspire à bien d'égards. La terre, naturellement, comme le journaliste, l'ami Assioum a su bien le souligner tout à l'heure dans son introduction, la terre nous apporte tout. La terre est la base même de tout ce que nous faisons sur cette terre. Bon, c'est la terre. Voilà. Donc, nous cultivons sur la terre, nous construisons sur la terre, nous faisons nos aménagements sur la terre, nous faisons bien de choses. On s'habille de la terre. On s'habille de la terre, si vous voulez, oui. Parce que le coton est cultivé dans la terre, et puis voilà, c'est ce coton qui est utilisé et transformé pour nous donner les habits que nous avons. Donc, bref, la terre, la valeur ou l'importance de la terre n'est plus à démontrer au regard de ces nombreux services ou bien au regard des nombreux services que celle-ci procure. Comment on peut investir alors dans la terre? Voilà, pour investir dans la terre, on peut développer beaucoup de stratégies, on peut développer beaucoup d'actions visant à restaurer cette terre dégradée, etc. Donc, entre autres actions que l'on pourrait déjà commencer à mener, il faut penser déjà aux campagnes de reboisement. Donc, je pense même que c'est pour pallier à ce phénomène que la journée nationale de l'arbre au Bénin et également la journée internationale de l'arbre ont été instituées. Alors, en dehors de cela, il faut également revenir aux méthodes traditionnelles de culture qui nécessitaient moins d'engrais chimiques. Voilà. Il y a aussi que l'on pourrait utiliser beaucoup plus ce qu'on appelle de la matière organique. Donc, voilà, à partir des déjections animales, à partir des déchets même de la production humaine, pour pouvoir fabriquer des engrais qui pourront quand même contribuer à la restauration de cette terre et éviter leur appauvrissement continu. Donc voilà, entre autres, les quelques actions déjà que l'on pourrait mener. Sans oublier également les actions de sensibilisation des différentes populations ou des différents acteurs qui contribuent à l'appauvrissement pointu ou à l'appauvrissement accéléré de cette terre. Monsieur Kwagu Ntampo, est-ce que selon vous, il y a de l'espoir? Pourrait-on arriver à bout de ce phénomène de ces jours? Bon, sans être pessimiste, oui, je me dis qu'on pourrait arriver un jour à bout de ce fléau, à bout de ce phénomène qu'est la désertification, mais à une seule condition, si nous revoyons un peu nos modes de consommation, si nous revoyons un peu notre manière ou bien nos comportements à l'endroit de cette ressource qu'est la terre, etc. Donc l'espoir est bel et bien permis. Il suffit seulement que nous
prenions conscience de l'enjeu, que nous revoyions un peu nos modes de production, que nous revoyions carrément tout ce que nous faisons pour impacter la terre. Donc voilà. Merci beaucoup à vous, M. Kwagou Natampo, Plutôt... le prince de Tchoumi Tchoumi. Ah oui, salut le prince de Tchoumi Tchoumi. Ah bon. C'est plutôt à moi de vous remercier pour l'honneur que vous me faites de passer sur ce plateau. Ce qui m'étonne, moi, dans tout ça, c'est que nous parlons de désertification. On dit que c'est notre mode de consommation, et tout le reste. Et pourtant, on dit que le Béninois n'aime pas consommer local, le Béninois importe tout. On importe. Et pourtant, on dit qu'on consomme aussi ce qui est... Mais on n'arrive vraiment pas à comprendre. Aujourd'hui, moi, je voudrais quand même avec Dr Salifou Chakira tout à l'heure, avec l'expert, parler de gastronomie durable, puisque aujourd'hui, le monde entier célèbre la gastronomie durable. C'est quoi, en fait, cette gastronomie durable? Il paraît que c'est un modèle d'alimentation, qui respecte l'environnement, c'est-à-dire écologique et puis saine. On verra tout ça dans un instant. C'est l'heure de la recevoir sur ce plateau. Aujourd'hui, 18 juin, le monde entier célèbre la gastronomie durable. C'est quoi en fait ce concept? Nous allons le détailler avec l'aide, bien sûr, de Dr Chakrat Salifou, enseignant, chercheur à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Vous êtes également spécialiste des questions de normes qualité pour des denrées alimentaires. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de nous retrouver sur ce plateau pour en parler. Merci, monsieur le journaliste. Alors, quand on parle de gastronomie durable, c'est quoi en réalité? Merci, monsieur le journaliste. La gastronomie, en réalité, est définie comme l'art de cuisiner. L'art de cuisiner tout en tenant compte de la localité, de l'origine des aliments qui sont utilisés pour faire la cuisine. Et c'est aussi le style de cuisine. Maintenant, quand on dit gastronomie durable, c'est une gastronomie qui, en dehors de procurer du bien-être, une sensation agréable au consommateur, protège l'environnement et a des impacts aussi positifs sur le plan socio-économique. Mais comment le fait de manger, le fait de cuisiner protège l'environnement? On n'arrive vraiment pas à comprendre. Expliquez-nous un peu les paramètres. Merci. C'est une très bonne question. Oui. Comment est-ce que le fait ou la manière de cuisiner peut contribuer à la protection de l'environnement? Il y a le choix de nos aliments et la méthode ou la manière de cuisiner. Un exemple, si j'utilise du bois pour faire ma cuisine, je contribue à la déforestation. Je peux utiliser du gaz au lieu d'utiliser du bois. Quand je choisis une alimentation très riche en protéines animales, on sait que l'élevage des animaux contribue à la pollution de l'environnement. Donc, le choix et la manière de faire la cuisine contribuent à la pollution de l'environnement, à des impacts négatifs sur l'environnement. Alors, quand on prend la manière de consommer, le mode de consommation, sinon je dirais d'alimentation des Béninois, est-ce qu'on peut dire que nous pratiquons vraiment la gastronomie durable au Bénin? Dire que nous pratiquons la gastronomie durable au Bénin, bon, ça dépend. Ça dépend. Je viens de dire que c'est beaucoup plus le choix, le comportement alimentaire. Et de façon générale, c'est maintenant nous parlons d'une alimentation durable. C'est maintenant cette thématique est en train d'être développée et il faut une communication, une sensibilisation autour. Sinon, de façon systématique, on ne peut pas dire que dans l'ensemble, la gastronomie, elle est durable. Elle est durable. Mais si on repart aux pratiques de nos grands-parents, est-ce que ces parents-là pratiquaient vraiment la gastronomie durable? Oui, les pratiques ancestrales sont des pratiques qui sont en réalité durables, qui respectent beaucoup plus l'environnement. Et c'est pour ça qu'il nous faut introduire ces pratiques qui sont oubliées dans nos habitudes alimentaires. Et quand vous dites ça, vous pensez par exemple à quelle pratique? Non, les mets qui sont en voie de disparition.
les mets que nous consommons en temps et qu'aujourd'hui ont disparu, ont fait place au fast-food, etc. Voilà, donc par exemple, quand on parle de maï-maï, nous avons nos mets locaux qui disparaissent progressivement et que les enfants même ne connaissent plus aujourd'hui. On a laissé par exemple le kanji pour manger du gâteau. Alors que le kanji, c'est pratiquement du gâteau de maïs. En dehors de la qualité et sensorielle, nutritionnelle, le repas apporte beaucoup sur le plan socio-économique et environnemental. Et donc la gastronomie durable, vous êtes tout à fait d'accord que c'est un modèle d'alimentation saine d'abord et écologique. Alors quand on parle d'alimentation saine, quels sont les paramètres à prendre en compte en fait? Une alimentation saine, c'est une alimentation qui évite surtout le gras et le sucre. Une alimentation qui contribue au bien-être du consommateur, qui préserve la santé du consommateur. Oui. Alors aujourd'hui, il y en a qui disent que la gastronomie durable fait appel également à ce que le consommateur, celui qui consomme, soit sûr du produit, de ce qu'il mange. Aujourd'hui, puisque vous êtes spécialiste des contrôles, normes et qualités, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le consommateur béninois est sûr de ce qu'il mange et ce qu'il mange est vraiment de qualité? Le consommateur béninois, en partie, s'oriente vers les produits importés. Et quand on cherche à savoir, comprendre pourquoi ce comportement, alors il dira, oui, il dit, c'est parce que je ne suis pas sûr de la qualité des produits locaux. Et il le dit, est-ce que réellement il le dit avec des preuves ou peut-être parce qu'il a une confiance aveugle aux produits qui sont importés? Dans tous les cas, je pense que c'est le moment, il est temps que les producteurs s'investissent pour garder la confiance des consommateurs. C'est ce qu'il y a lieu de faire. Prouver aux consommateurs que les produits locaux sont des produits de qualité et qu'il n'y a pas d'inquiétude à consommer local. En dehors du fait que nous consommons locaux, nous contribuons au développement de l'économie locale et nous soutenons nos agriculteurs, nous contribuons à l'amélioration de leurs conditions de vie. Mais je suis d'accord que les produits locaux doivent être des produits de qualité et que tous les acteurs doivent travailler en synergie pour donner une valeur ajoutée à la qualité des produits locaux pour que le consommateur se sente réellement à l'aise. À l'aise dedans. Mais il y a également question de, quand on parle vraiment de qualité, est-ce qu'il ne faut pas partir déjà de la production? Parce qu'aujourd'hui, avec l'utilisation des engrais et tout le reste, est-ce que ça ne fait pas partie des aspects qui sclérosent la confiance? Bien sûr. Même quand on parle de la gastronomie, c'est la manière de produire. Déjà, la production, le choix et la manière de cuisiner, la manière de manger. Donc, quand nous parlons de consommer local ou la qualité, on ne saurait ignorer la production de l'aliment. Donc, il faut des pratiques, des bonnes pratiques qui respectent l'environnement et qui confèrent une bonne qualité aux produits. Donc, tout part, c'est de la fourche à la fourchette, en réalité. OK, de la fourche à la fourchette, de la fourche au champ, et puis la fourchette, la fourchette, pardon, à l'assiette. Mais aujourd'hui, au Bénin, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même installer une politique qui puisse en réalité rassurer le consommateur pour mettre en place vraiment une chaîne de contrôle qualité, infrastructure? Oui, le système est en cours et un effort louable est fait. En ce sens, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de politique dans le sens d'amélioration de la qualité ou de contrôle de qualité de nos aliments. Nous avons nos laboratoires, nous avons l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments. Il y a des laboratoires aussi qui sont là et qui sont disponibles et qui participent, qui font le contrôle des aliments, le contrôle de qualité des aliments. Maintenant, il faut améliorer le système et surtout, il faut instaurer un système de contrôle pour qu'il y ait réellement des sanctions. C'est au fait peut-être là où il faut faire un effort. Mais le système existe déjà. Le système existe déjà, il faut l'améliorer.
Il faut l'améliorer. Quand on prend par exemple le cas des boulangeries qu'on a eu à fermer entre-temps, où on dit qu'ils mettent de la bromate dans le pain pour grossir le pain, histoire de bien vendre sur le marché. Est-ce que vous ne pensez pas que ces genres de situations ne rassurent vraiment pas le consommateur? Oui, ces genres de situations ne rassurent pas le consommateur. C'est là où j'interpelle nos producteurs d'aliments, nos transformateurs, pour une prise de conscience, pour qu'ils sachent qu'au-delà du gain, il y a la vie des consommateurs qui est en jeu. Donc, eux, leur objectif, c'est le gain, le bénéfice. Mais au-delà, ils mettent en péril la vie, la santé des consommateurs. Donc, il faut une prise de conscience sur ce que c'est que la qualité des aliments et l'importance de mettre à la disposition du consommateur un aliment réellement sûr, un aliment sain, sans danger pour le consommateur. Pour le consommateur. Voilà. Alors aujourd'hui, puisque vous prenez le consommant local, ce que nous souhaitons tous d'ailleurs, puisqu'il faut manger ce que nous produisons et produire ce que nous mangeons, comment est-ce que vous pouvez amener le consommateur à être sûr de ce qu'il achète sur le marché, surtout quand c'est le Made in Bénin? Comment être sûr de ce qu'on achète aujourd'hui? Pour être sûr de ce que nous achetons, là encore, je dis, il revient aux producteurs d'aller vers les certifications, de prouver aux consommateurs que les produits sont des produits vraiment sûrs. Donner la preuve. La preuve, c'est ça en fait. Dire seulement ça ne suffit pas. Le consommateur a besoin maintenant des preuves. Et il faut aller vers les marques de qualité, la certification, le développement des produits de terroir, etc. Donc, il faut maintenant des preuves tangible de la bonne qualité des aliments. Parce qu'on voit quand même parce que quand on parle de gastronomie durable, il y a également l'étiquetage qui donne les informations qu'il faut pour que le consommateur soit vraiment sûr de son produit. Mais aujourd'hui, c'est qu'on voit nos producteurs, ils écrivent, ils donnent les informations qu'ils veulent, on écrit ce qu'on veut sur les étiquettes et puis bon, on les balance sur le marché. Comment est-ce qu'on peut être sûr que oui, voilà, quand c'est signé tel laboratoire aujourd'hui, voilà, c'est bon, on peut donc l'acheter? Oui, tout à l'heure, j'ai parlé du contrôle. Du contrôle. Du contrôle et de la sanction. Il faut un système de contrôle pour réellement rassurer aussi le consommateur que les informations sur l'emballage sont des informations vraies. Et sanctionner en cas de fraude pour que le producteur aussi sache que, attention, il y a un œil derrière et en cas de fraude, il sera sanctionné. Donc, c'est un système qui va les démotiver, les amener réellement à être sérieux et par rapport à ce qu'ils mettent à la disposition des consommateurs. Est-ce à dire que nous n'avons pas encore ce système de sanctions? Si, il y a un système de sanctions et je demande à ce que ce système soit renforcé et que la sanction soit réelle. Que la sanction soit réelle, je pense que c'est ça qui va amener les uns les autres. Oui, il n'y a pas de... Quand nous parlons en termes de réglementation sans sanction, ce sont les sanctions qui donnent de la valeur à ce que nous avons comme réglementation ou règlement. Les sanctions, ça existe. Maintenant, si réellement elles ne sont pas appliquées, alors les producteurs, les consommateurs, le public ne prend pas conscience de l'existence de ces lois, de ces règlements et mettre l'application de côté. De côté, parce qu'entre-temps, quand on revient toujours au cas des boulangeries, c'est qu'il y a quelques boulangeries qui ont été donc fermées. Est-ce que ça suffit vraiment pour amener les autres à être vrais, rassurants? Au moins, cette sanction va amener les autres à savoir que s'ils continuent d'œuvrer dans ce sens aussi, ce sera aussi la fin de leurs entreprises. Donc, c'est déjà bien de sanctionner pour réellement prouver que la sanction existe et qu'elle sera appliquée. Maintenant, au-delà de ça, il faut une sensibilisation. C'est ça que je disais tantôt, il faut une sensibilisation, il faut communiquer autour de la notion de qualité, de l'importance de mettre à la disposition du consommateur des produits sûrs. Il faut que le producteur, le transformateur, tous les acteurs prennent réellement conscience de l'importance de produits
qualité. Du produit qualité. Merci beaucoup à vous, docteur Chakirat Salifou, pour tous ces détails. Avant de partir, du point de vue écologique, il y en a qui me parlent de produits bio qui respectent l'environnement et tout. Est-ce qu'il en existe vraiment au Bénin? Oui, au Bénin, nous avons des producteurs bio, un réseau de producteurs bio qui font la production bio, qui s'orientent vers la certification bio et qui aussi s'organisent en réseau pour fournir des produits bio aux consommateurs. Est-ce que ça protège vraiment l'environnement et en quoi? Ça protège l'environnement dans le sens où les pratiques, par exemple, le fait de ne pas utiliser des engrais chimiques, par exemple, protège l'environnement, le sol, etc. Donc, les bonnes pratiques de production qui font appel aux éléments organiques et non aux substances chimiques, aux engrais chimiques dans la production, dans la fertilisation du sol et la protection des plantes. Merci beaucoup à vous. Merci d'être venu, de vous rendre disponible pour le bonheur de nos téléspectateurs. À très bientôt. À très bientôt, merci. Oui, on a célébré bien sûr avec vous la journée mondiale de la gastronomie durable. Nous allons recevoir dans un instant Agnès Bello et son invité. Avec elle, il sera question, bien sûr, de parler d'entrepreneuriat lié, bien sûr, au monde du numérique, mais cette fois-ci avec l'implication des femmes. C'est très important, paraît-il. Alors, pour ouvrir cela, nous allons juste passer au jingle. Il est question de parler sur Autant Savoir aujourd'hui de l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat féminin, c'est bon, mais avec l'éthique, il paraît que c'est encore mieux quand les femmes investissent dans le domaine d'éthique, surtout avec cette 4e révolution de la planète. Et donc, il paraît qu'il n'y a plus de barrières au Bénin en matière d'entrepreneuriat féminin, entrepreneuriat numérique surtout. Et pour cela, nous allons recevoir Agnès Bello et son invité dans un instant. On suit d'abord ce reportage signé Rodrigue qui nous parle d'entrepreneuriat féminin. Regardez. En réalité, c'est un art. 2 choses m'ont poussé à prendre part à cette formation. La première, c'était dans la vie, arriver à des moments donnés. On fait le stand-by et on fait le bilan de sa vie. Et c'est ce que j'ai eu à faire. La deuxième chose, c'est l'exponentielle d'éthique sur notre vie qui m'a amené à faire cette formation-là. Je me suis dit, arrivé à un moment donné, si je rentre dans le monde éthique, si je renforce mon niveau au niveau d'éthique, je pourrais avoir de notoriété et de personnalité. Nous allons à l'école pour apprendre, mais l'école ne nous permet pas forcément de trouver du travail. L'école permet à toute jeune femme, jeune homme, d'avoir l'habilité, la facilité de saisir rapidement les opportunités. Mais l'école ne nous donne pas de travail, surtout que sur le marché de l'emploi, il y a tellement de gens qui ont les diplômes. Nous pensons que quand on a les diplômes, c'est fini, on peut trouver du travail facilement, ce temps est révolu. Je ne pourrais jamais imaginer que moi-même, Yolande Desgenoux, je pouvais concevoir moi-même mon logo que j'ai cherché des nuits. Je veillais pendant près d'une semaine et je cherchais parce que je voulais avoir un logo qui reflète ma personnalité. Honnêtement, j'allais rarement déjà sur Facebook. En ayant bien même une page Facebook, j'y allais rarement. Et même les posts que je les faisais juste comme ça. Je me suis améliorée par rapport à ce qu'on nous a enseigné. Ce que je ne m'y attendais pas du tout parce que j'arrive à faire ma propre affiche. Je peux faire un logo pour quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas pour moi-même. Je sais comment mettre des photos sur la page Facebook. Je sais plus ou moins comment animer la page Facebook. Les réseaux sociaux, ils combinent beaucoup. C'est des milliers, des millions de personnes qui sont sur les réseaux sociaux de par le monde entier. Ce n'est pas que local, c'est partout dans le monde entier. Tu ne peux pas te limiter à ton quartier ou encore que dans le quartier, peut-être que personne ne te connaît même.
Or, sur les réseaux sociaux, ça va au-delà des limites ou des frontières. J'appelle à la conscience de tout le monde et surtout des jeunes. C'est vrai, les réseaux sociaux, bon, beaucoup pensent que c'est juste pour raconter des histoires, poster des photos, pas très intéressant, mais au-delà de ça, c'est de pouvoir se vendre. Oui, en plateau, chef d'entreprise, CEO de Women EdTech. Bonsoir, Elodie Akotosode, c'est ça? Oui, bonsoir. Merci. Merci d'être là. C'est un plaisir en tout cas de vous avoir et moi je loue beaucoup votre courage et puis je vous dis félicitations. Merci à vous. Oui. Bonsoir Agnat Bello. Assem Gaba, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Vous avez choisi le Troublemaker comme t-shirt aujourd'hui. Vous voulez troubler qui? Ah non, surtout pas les téléspectateurs, on ne leur souhaite qu'une paix du cœur, hein. C'est seulement ce qu'on leur souhaite. N'est-ce pas? Oui. Alors, il est question aujourd'hui de parler d'entrepreneuriat féminin et surtout lié au monde d'éthique, le numérique. Justement, aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat féminin et numérique, plus de barrières donc. Et ma première question à l'endroit de Madame Elodie Akotosode, c'est de savoir, beaucoup de femmes n'ont plus peur d'entreprendre aujourd'hui dans le numérique. Comment cela s'explique? Auparavant, elles étaient très réticentes, mais aujourd'hui, il y a une certaine forme d'engouement qui vient vers le numérique. Merci pour cette question, c'est vrai. Il est vrai qu'avant, c'était un peu difficile pour les femmes de venir vers ce domaine parce qu'elles pensent que c'est purement vraiment technique. Parce qu'entre-temps, quand on parlait du numérique, on voyait les applications mobiles, on voyait des femmes geeks qui étaient seulement en communication avec leur ordinateur et qui codaient. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux grand public, avec l'avènement des applications de communication comme WhatsApp, on a beaucoup de femmes qui sont portées vers ces applications, les réseaux sociaux. Et quand vous les regardez bien, vous voyez que les femmes sont plus portées, c'est-à-dire elles utilisent plus les téléphones aujourd'hui que les hommes. Pourquoi? Vous allez les voir en train de poster des vidéos, des images, des trucs. Mais aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'emplois qui se créent, qui sont adaptés à ces réseaux sociaux-là. Et aujourd'hui, les femmes, le numérique, je pense que c'est vraiment beaucoup d'opportunités pour les femmes et aussi elles peuvent entreprendre. Elles ont commencé d'ailleurs par entreprendre dans ce sens-là. Et c'est vraiment une aubaine pour les femmes, le numérique. Et vous pensez que ces emplois qui sont nouvellement créés dans le domaine d'éthique sont compatibles avec les femmes, c'est ça? Oui. Les femmes sont plus enclins à travailler dans ce domaine aujourd'hui que les hommes. Oui. Wow. D'accord. Alors on peut dire qu'il n'y a plus de barrière justement entre entreprendre féminin et le numérique. Exactement. Il n'y a plus de barrière. Moi, je trouve qu'il n'y a vraiment plus de barrière parce que on a eu des femmes, beaucoup de femmes aujourd'hui qui entreprennent dans le numérique. Et entre-temps, on voit que c'est les femmes qui font plus la communication, les marketing. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, la révolution numérique, on parle du marketing digital, on parle de la communication digitale. Donc, avec le nombre de femmes qui sont portées vers la communication ou bien qui ont cette aptitude à communiquer, aujourd'hui, quand on leur parle du numérique et qu'elles découvrent ce monde-là, elles sont vraiment très épanouies à entreprendre dans ce sens-là et elles créent vraiment de la valeur. Parce que les femmes sont beaucoup plus accrochées aux réseaux sociaux. Elles sont beaucoup plus présentes sur les réseaux sociaux et aussi elles communiquent aussi beaucoup, très bien. C'est une valeur naturelle qu'elles ont en elles. En fait. Qu'elles pourront valoriser. Exactement. Oui. On reviendra à comment ces femmes arrivent à optimiser leur présence sur les réseaux sociaux. On reviendra sur cette question. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne un peu plus sur les atouts qu'offre le numérique aux femmes qui ont véritablement envie d'entreprendre. C'est-à-dire une chef d'entreprise, quelqu'un qui a sa structure et tout, et qui veut entreprendre avec le numérique. Quels sont les atouts que lui offre le numérique? Ok, je vais parler un langage très simple. Je prends juste l'exemple d'une femme qui vend des mèches. Aujourd'hui, les femmes, elles aiment faire la coiffure, les mèches et tout. Elle a un magasin et elle vend des mèches. Avec le numérique aujourd'hui, elle peut prendre juste avec un téléphone, pas besoin d'ordinateur. Avec son téléphone, elle peut prendre des images. Quand elle a une commande, elle prend les images. Et avec un outil en ligne, elle peut déjà traiter l'image là, mettre le prix sur l'image, créer son logo. Déjà créer son logo, mettre le logo sur l'image, le prix sur l'image et commencer par publier dans
sur WhatsApp, c'est-à-dire le réseau qu'elle a déjà très proche d'elle. Donc WhatsApp, elle fait partie certainement des groupes, parce qu'aujourd'hui on ajoute des gens dans les groupes. Il ne faut pas rester dans les groupes simplement. Si vous êtes commerçant ou bien vous avez une activité et que vous faites partie de beaucoup de groupes sur WhatsApp, c'est vraiment un réseau à vraiment mettre en valeur, à capitaliser. Donc cette femme, elle peut déjà publier ses images dans ses réseaux sociaux et vous allez voir automatiquement, les réponses sont là. Okay? Il y a des femmes qui voient ces images, c'est joli, c'est à combien, et puis elle a déjà... Et ça commence comme ça. Ça commence Vous comme allez ça. nous donner tout à l'heure d'autres exemples d'entrepreneuriat, je vais dire, liés au TIC et surtout qui sont favorables, bien sûr, aux femmes. Dans un instant, le temps de retrouver une autre dame, hein, elle est de l'autre côté, c'est Estelle Pazou, dans la rédaction de BB24 pour nous présenter le journal. On revient à vous dans 15 minutes. Très heureuse de vous retrouver pour les informations. Bonsoir à tous et bienvenue. La jeunesse passée, la vieillesse s'installe bien souvent avec son lot d'affection. Au Bénin, il existe un cadre juridique pour la prise en charge des seniors. Mais sont-ils bien traités ou bénéficient-ils de l'attention? Plus de détails dans ce journal. Les de vente de soda-bi se multiplient à Cotonou et ne désemplissent pas. Nuit et jour, ils sont pris d'assaut. La jeunesse béninoise est de plus en plus exposée à l'alcool. Et puis, prendre votre image sans votre consentement, c'est le propre des photographes débarqueurs. Ils revendiquent une profession qu'ils exercent au mépris du droit à l'image. Par définition, la vieillesse est l'âge ultime de l'être humain. Ce stade de la vie est souvent synonyme de fatigue corporelle avec l'apparition de douleurs articulaires, une dégradation physique et même une perte d'autonomie. Au Bénin, quel sort est réservé aux personnes du troisième âge? Que fait l'État béninois pour leur prise en charge? Fiacre Agbanoussou, sociologue, répond à ces questions. Il est au micro d'Élie Adiran. Est appelée personnes âgées dans notre pays, toute personne, d'abord selon l'OMS, toute personne ayant l'âge supérieur ou égal à 60 ans. Il faut reconnaître que notre pays, jusqu'en 2005, jusqu'à quelques années encore, l'âge d'admission à la retraite est de 55 ans. Dans le plan stratégique du ministère de la Famille, par exemple, il est prévu un paquet minimum pour la prise en charge de ces personnes-là. Il est prévu, par exemple, la construction de plusieurs centres d'intégration et d'échange des personnes du troisième âge, mais 36 à raison d'un centre par zone sanitaire. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, 2 centres sont construits et sont à peine fonctionnels. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une personne âgée dans notre contexte est facilement taxée de sorcier. Une personne âgée du troisième âge est considérée comme un poids, une charge, et dont la plupart des gens veulent se débarrasser pour quand même avoir la paix entre eux. Il y a un manque cruel de volonté politique. Lorsque le décideur ne met pas en action ou bien ne met pas tous les dispositifs qu'il faut, reconnaissez avec moi qu'il y aurait toujours des problèmes par rapport à la mise en œuvre. Il faut aussi bien des moyens matériels, mais des moyens humains doivent accompagner et aussi des moyens financiers. Les personnes de troisième âge d'aujourd'hui sont les jeunes d'hier. Un peu pour dire que nous sommes tous appelés à passer cette étape si Dieu nous en donne la grâce. Et il faut dire simplement qu'il faut prendre en considération et puis il faut prendre au sérieux la prise en charge des personnes du troisième âge. Si l'État prend des dispositions, vulgarise ces tests et accompagne, je crois quand même que le problème va être moins perceptible.
De la vieillesse, on passe à la jeunesse. La jeunesse béninoise est-elle exposée à l'alcoolisme? C'est la question qu'on est en droit de se poser en raison de la prolifération des kiosques de vente de l'alcool local, le Sodabi. Ces kiosques, on les compte par dizaines et ils ne désemplissent pas. Beaucoup de jeunes s'y approvisionnent au mépris des risques liés à l'abus de l'alcool sur leur santé. Louis Koudogbo et Yvon Glélé nous en disent davantage dans ce reportage présenté par Ulvaeus Balogun. Au-delà d'autres boissons alcoolisées, le Sodabi, boisson traditionnelle fabriquée localement, est très consommé au Bénin. À presque tous les coins de rue, on peut apercevoir des kiosques ou baraques de vente de Sodabi. Bertrand, électricien de formation, est un tenancier de l'un de ces kiosques. Il a hérité de sa grand-mère. Comme ma grand-mère avait fait ceci, en voulant mourir, elle a confié ça à ma mère. Donc j'ai constaté que bon, ça a donné, parce que c'est dedans qu'elle a pris avant de mourir, elle a donné certaines choses à ses petits-fils. Donc c'est de là que moi j'ai décidé de prendre sa relève. Dans ce kiosque, les clients viennent de divers horizons. Pour eux, la consommation de cette boisson s'explique de diverses manières. Nous avons tous notre travail que nous faisons quand nous sortons de la maison. En fin de journée, avant d'aller à la maison, nous passons ici boire un peu, une sorte d'apéritif avant d'aller manger à la maison. Chauffeur gros porteur. Moi, j'étais un conducteur de camion gros porteur, mais quand je viens ici, c'est pour me distraire, histoire d'oublier mes soucis. S'il est vrai que le Sodabi est très prisé des consommateurs, son abus, comme tout autre alcool, peut nuire à la santé. Nous n'en abusons pas au point de porter la main sur nos femmes à la maison. Si nous en prenons trop, c'est 2 ou 3 verres. Vous avez de ces maladies qui entraînent des dommages au foie. On peut facilement avoir une cirrhose du foie, un cancer du foie, un cancer des voies aériennes. Dans l'ensemble, ce n'est pas une très bonne chose. On peut en prendre, mais vraiment en de très très petites quantités. Les parents sont parfois dépassés par l'ampleur que prend l'installation de ces kiosques de vente. Sans autorisation et sans contrôle, ces kiosques sont ouverts, mettant en danger la vie de leurs enfants. Et rien que dans notre petit quartier ici, on peut compter 6 à 10 kiosques de Sodabi. Ce n'est pas un bon signe pour la jeunesse. Ce n'est pas du tout bien. Et puis c'est dans ces coins-là qu'on rencontre souvent les délinquants et des gens qui font du désordre dans le quartier. Ce n'est écrit dans aucun document scientifique que nous devons avoir une quantité d'alcool dans le sang. L'alcool et surtout les boissons éthyliques sont agressives. C'est très agressif pour les organes que nous avons. Nos organes sont très fragiles et le taux d'alcool que nous avons de plus en plus dans nos boissons sont très élevés. Au regard de l'ampleur que prend la vente et la consommation de cette boisson, les autorités locales et municipales sont interpellées. Le suivi des activités de ces kiosques devient indispensable pour éviter une jeunesse dépravée et dépendante. On les rencontre souvent sur des manifestations, appareils photo en main. Qualifiés à tort ou à raison de photographes débarqueurs, ces hommes et femmes prennent vos images sans votre avis ou votre consentement. Tout leur souci, c'est d'arriver à vous vendre votre image. Et si l'activité leur permet de glaner quelques billets, elle pose tout de même la problématique du droit à l'image. Bernol Djaboué, Arnaud Adadja. Faire une photo à quelqu'un requiert, n'est-ce pas, le respect du droit à l'image de la personne. Le praticien du droit et le professionnel de l'image parlent du droit à l'image et du droit de l'image. L'article 50 du Code de l'information et de la communication en vigueur au Bénin, dans l'un de ses alinéas, dispose que toute personne dont l'image est exploitée sans son autorisation est fondée à réclamer des dommages et intérêts par le seul fait de la reproduction et de l'utilisation de cette image-là. C'est dire que lorsque nous n'avons pas l'autorisation expresse, n'est-ce pas, d'un individu, il faut faire beaucoup attention quant à la diffusion de ces images. Le droit à l'image, c'est le droit pour tout un chacun de nous opposer ou bien d'autoriser que l'on fixe notre image et qu'on l'utilise. Le droit de l'image,
c'est par rapport à l'intellect. Je suis un photographe. Je fais une photographie. Quand quelqu'un doit utiliser cette photographie, la personne doit d'abord me demander la permission. Ça, c'est le droit de l'image. On assiste aujourd'hui à un phénomène nouveau au Bénin sur les lieux de manifestation. Avant, il y avait des studios et quand tu es dans le besoin de faire une photo, tu viens au studio, on te fait des photos. Peut-être tu viens chercher ça le soir ou le lendemain. Mais aujourd'hui, on te fait ça et en 15 ou 10 minutes, les photos sont prêtes. Donc encore, c'est une nouvelle initiative que nous avons initiée pour pouvoir se faire de l'argent. Constitués en association, le public les appelle à tort ou à raison photographes débarqueurs. Profession née du manque d'emploi, ces photographes se disent conscients du droit à l'image. Ils fonctionnent ensemble avec les photographes installés et ils ont leur manière d'éviter les tribunaux. D'autres personnes, quand tu leur fais la photo de façon express, ils sont tellement contents qu'ils ne savent même plus quelle attitude adopter. Par contre, nous avons remarqué également que beaucoup se plaignent par rapport à ces situations-là où ils ne sont pas informés avant qu'on ne leur fasse la prise de vue. Donc, suite à ça, nous nous sommes réorganisés. C'est pour cette raison que nous avons créé l'association des concepteurs de photos express. Nous avons déjà notre agrément qui a été déjà publié dans le journal officiel. Donc, l'État nous reconnaît officiellement. Maintenant, nous avons cerné le milieu. Autrement dit, un étranger ne viendra plus dans le groupe. De même, ceux qui n'ont pas eu leur diplôme auparavant et qui s'entendaient, nous nous rapprochons d'eux et nous négocions avec eux. Et nous allons vers leur patron négocier afin que ceux-là puissent avoir le diplôme pour que nous puissions évoluer de façon méthodique. N'importe qui se dit être un photographe aujourd'hui, contrairement aux habitudes d'apprentissage. De cette façon, le respect du droit à l'image ne devient-il pas une matière de réflexion? Vous imaginez les petits-enfants que l'on filme, que l'on balance sur WhatsApp. Vous savez quel mal vous faites à la famille de ces enfants-là. Ces enfants-là ne sont pas encore mûrs aujourd'hui. Peut-être ils seront grands demain. Et ils peuvent porter plainte demain. Si le cadre dans lequel vous avez utilisé leur image ne les agrée pas. Donc il faut qu'on fasse attention. On ne peut pas appuyer sur le déclencheur pour prendre n'importe qui et n'importe comment. Le Mozambique espère engranger des recettes d'exportation de 50 millions de dollars grâce au coton d'ici août prochain. Ce niveau de devise escompté devrait être réalisé grâce à des expéditions de fibres de coton prévues pour se chiffrer à 31 000 sur un total de 80 000 tonnes de coton graines. Les principales destinations sont la Chine et le Bangladesh, deux importants pôles de l'industrie mondiale du textile. Figurant parmi les produits d'exportation importants du Mozambique, le coton est principalement cultivés dans les provinces septentrionales et centrales. La Zambie va bénéficier de 10 millions de dollars, soit 5,5 milliards de francs CFA de la part du gouvernement allemand. Ceci pour venir en aide aux réfugiés dans le pays. L'information a été rendue publique par l'ambassadeur de la Zambie en Allemagne. Selon les propos du responsable, ces fonds devraient permettre au gouvernement zambien de mettre en place un plan de gestion de la vague de réfugiés qui affluent dans le pays, en provenance pour la plupart de la République démocratique du Congo. Les nouveaux fonds sont attendus pour être débloqués l'année prochaine. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir demain pour d'autres informations. Merci beaucoup à vous, Estelle Pazou, pour la présentation. Demain, 19h45, on va se retrouver, en tout cas, pour d'autres informations sur le grand rendez-vous. Alors, on revient en plateau avec Néat Bello et son invité. Il s'agit bien sûr de Elodie Akotosode, CEO Women EdTech. Merci beaucoup d'être avec nous. En temps, vous nous parliez, vous nous présentez un exemple d'entrepreneuriat féminin. Vous allez parler, par exemple, d'une dame qui vend les mèches. Donc, elle peut prendre des images et publier sur WhatsApp, histoire de se faire une notoriété. Oui, exactement. Et tout commence par là, en fait, puisque aujourd'hui, presque tout le monde est sur WhatsApp. Et donc, elle peut commencer par là. Et de là, elle peut aller directement sur Facebook, parce que de WhatsApp, on a Facebook qui draine beaucoup de monde aujourd'hui.
Et c'est là où se trouvent nos clients, c'est là où se trouve le client de ces entreprises-là ou bien de ces entrepreneurs-là. Donc, sur Facebook, elle peut créer déjà une page et puis avoir un nom. Elle a déjà certainement un nom pour sa boutique. Et de là, elle peut drainer encore d'autres mondes parce que là-bas, il y a différents types de catégories de personnes qui ne sont pas peut-être dans son environnement, dans sa zone géographique qu'elle peut toucher. Qui sont les amis de ses amis. Vous voulez parler du ciblage aujourd'hui qui est possible avec Facebook. Exactement. Les amis de ses amis et tout qui montent à l'autre échelle. Donc, de là, voilà, elle peut drainer du monde sur sa page. Et en drainant du monde sur sa page, elle peut faire d'autres communications sur sa page. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez beaucoup de followers sur Facebook, il y a des entreprises qui vous identifient et qui vous demandent en fait de poster quelque chose sur votre page parce qu'eux autres, ils veulent toucher un monde qu'ils n'ont pas. Mais vous avez sur votre page Facebook. Donc, au lieu que les femmes aujourd'hui postent des vidéos, des photos, on voit souvent avec les étudiants, et elles ont beaucoup de followers. Bizarrement, elles ont beaucoup de followers. Elles peuvent capitaliser cela. Juste à 1000 followers, comme ça, c'est bon? C'est vraiment bon. C'est très bon parce que quelqu'un qui a 1000 followers aujourd'hui, qui publie une image et qui a 1000 followers en 2 heures de temps, franchement, c'est de la richesse. Elle a avec elle et elle ne le sait peut-être pas. Donc, il faudrait vraiment conscientiser ces personnes, les informer des opportunités qu'offrent les réseaux sociaux aujourd'hui. Il faut bloquer les tags, comme ça. Quand on a assez de followers, il faut bloquer les tags, là, comme ça marche. Vous allez bien vendre. Sinon, d'autres vont profiter de votre page comme ils veulent. Oui, on pourra vous identifier sur des pages, mais vous pouvez vous désidentifier. Exactement, ou soit vous pouvez paramétrer de sorte que quand vous identifiez, il faudrait que vous autorisez avant que ce soit vraiment public. D'accord. Donc il y a ces méthodes-là. D'accord. Mais est-ce qu'il existe d'autres secteurs du numérique sur lesquels ces femmes peuvent s'appuyer pour pouvoir justement faire grandir leurs entreprises? Il existe beaucoup de secteurs et les emplois se créent du jour au jour. Puisque le numérique évolue. Aujourd'hui, on parle du Community Business Management. Ça, c'est un secteur vraiment promoteur aujourd'hui. Demain, on en parlera en long et en large du Community Business Management. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres aspects? Oui, on a par exemple le design. Aujourd'hui, on a les affiches un peu partout. On communique par des affiches aujourd'hui. Donc, dans ce domaine, c'est encore un monde. C'est des opportunités dans ce domaine-là. Donc, il faudrait vraiment former les femmes dans ce domaine parce que la femme, vous voyez, la femme, elle a vraiment de la beauté en elle. Et quand elle porte cette beauté-là vers le numérique, en design, c'est vraiment waouh. Elle fait sortir vraiment de grandes choses. Et aujourd'hui, on en recherche. Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans ces domaines-là. Les designers sont vraiment recherchés aujourd'hui. Et il faut vraiment former beaucoup de gens dans ce domaine, voir les femmes dans ce domaine-là pour pouvoir vraiment créer de la valeur. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent des compétences dans ce domaine-là. À part le design, il y a aussi le développement des sites web. Il ne faut pas oublier. Donc, des femmes aujourd'hui qui créent des entreprises aujourd'hui qui créent des sites web. En France, on a en moyenne 84% des consommateurs qui vont sur des sites web pour pouvoir payer pour les achats. Et aujourd'hui, ça entre déjà dans nos habitudes au Bénin, en Afrique. Et l'e-commerce, ça fait partie des 6 projets phares du PAG. Donc l'e-commerce est en train de prendre. Donc il faudrait vraiment conscientiser les entreprises. Et les entreprises aujourd'hui vont commencer par avoir leur page Facebook, voir leur boutique en ligne. Donc il faudrait aussi former les femmes pour les préparer à saisir ces opportunités. À part ça, on a aussi des femmes développeurs, des geeks qui sont vraiment dans le code et qui développent et qui font sortir des applications qu'elles présentent pour des colloques, par exemple. Elles sont invitées à l'extérieur pour participer à des forums et tout, pour gagner. Je pense à Kea Medicals, par exemple. Oui, exactement. Oui. Par exemple, la fois dernière, il y a eu Forima, le forum Made in Africa. Oui. Et les entrepreneurs ont gagné jusqu'à 125 000 $ américains. Et il y avait des femmes dedans. Donc, c'est des idées. Et puis, les idées, après, grandissent pour aller vers le numérique et tout. Et c'est vraiment, c'est un peu ça. Donc, il faut apprêter ces femmes pour pouvoir saisir ces opportunités pour entreprendre dans le numérique, pour créer de la valeur, c'est-à-dire l'économie numérique. À part ça, il y a plein d'autres... Il y a un aspect qui m'intéresse particulièrement, mais je ne sais pas si on a déjà ce secteur-là bien développé. Le packaging avec le numérique, c'est-à-dire tout ce qui peut contenir les produits que les entrepreneurs vendent, que ce soit en termes de
prestations de services ou de produits qu'on vend directement. Voilà, justement. Oui. Okay. Le packaging, c'est un domaine, en fait, nous, on communique dessus depuis un certain moment. En décembre passé, on a formé des femmes à Alada en design packaging. Et c'est vrai que cette formation n'est pas du tout connue encore au Bénin. Et si je ne m'abuse, c'était la première formation, que c'était nous qui avions lancé cette première formation-là. Et aujourd'hui, actuellement, à l'heure où je vous parle, on est en formation. Les femmes se sont vraiment inscrites pour ça. Pourquoi? Parce qu'on leur a montré l'importance du design packaging aujourd'hui. Puisque la loi contre les sachets sont sorties, et d'ici bientôt, on n'aura plus à utiliser les sachets. Quand vous voyagez, vous allez en Amérique, en Europe, vous voyez quelqu'un sorti d'un magasin, il ne garde pas du sachet. C'est un sac biodégradable qui communique bien sur l'entreprise. Donc, on forme des femmes dans ce sens-là aujourd'hui pour saisir les opportunités à venir au Bénin. Parce que d'ici là, ce sont des sacs biodégradables qu'on aura utilisés. Donc, former les femmes en conception, comment concevoir en fait l'image d'une entreprise et comment les imprimer sur un sac, faire le pliage. Donc, c'est en cela le design packaging qui est un domaine vraiment promoteur, qui va vraiment prendre à grande échelle d'ici quelques jours, bien sûr. Donc, j'invite les femmes à vraiment saisir cette opportunité-là et à se lancer. D'accord. On parle souvent d'autonomisation de la femme. Tout le monde prône une forme d'autonomisation de la femme, justement. Est-ce que cette autonomisation est-elle compatible avec le numérique? Est-ce que c'est possible d'être autonome avec le numérique? Oui, d'après tout ce qu'on a dit, c'est bien possible, c'est évident. C'est possible d'être autonome grâce au numérique parce que moi, je prends juste l'exemple de mes dames, de mes championnes. C'est des dames âgées, entrepreneurs, qui faisaient des choses, mais qui ne connaissaient pas du tout le monde du numérique. Mais avec le numérique, aujourd'hui, elles ont commencé par faire des formations, comment créer une image, comment poster sur Facebook. Juste un exemple très simple, terre à terre. Et le nombre, c'est-à-dire, hier, ils avaient 100 clients. Aujourd'hui, ils sont montés à 1000 clients. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés vers le numérique. Parce qu'avant, entre-temps, si tu n'as pas, c'est-à-dire si tu n'as pas le numérique dans la culture de ton entreprise, c'est que tu es limité. Tu es limité à ta zone géographique. Mais quand le numérique vient, c'est-à-dire tu postes sur WhatsApp, tu touches un nombre de personnes que toi-même tu ne connais pas. Quand tu vas sur Internet, c'est un réseau que tu ne connais pas. Ça va partout dans le monde. Et ça va très loin. Par conséquent, ça augmente la clientèle. Par conséquent, c'est que c'est le chiffre d'affaires qui a augmenté. Et là, la femme vraiment est autonome. On en a vraiment plein de femmes aujourd'hui. Il y a des exemples de femmes aujourd'hui qui s'en sortent très bien aujourd'hui grâce au numérique et qui sont très enthousiastes à vraiment aller encore plus loin, à s'engager encore dans le numérique. D'accord. Alors, plus besoin de vous poser la dernière question. Conseillerez-vous le numérique aux femmes? Vous allez nous répondre oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, mesdames et messieurs, bon, les messieurs aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat au féminin. On aura l'occasion de pouvoir en parler au masculin. Pourquoi pas avec vous, avec quelqu'un d'autre. Assom Gaba, merci à vous de nous avoir reçus sur ce plateau. C'était un plaisir. Merci beaucoup à vous. L'entreprise, je dis, le numérique brise tout simplement les barrières vers l'entrepreneuriat. Et on a prouvé que les femmes, vous pouvez y aller. C'est à vous. Oui, c'est à vous, chères dames. Allez, on est bien évidemment sur le grand rendez-vous et nous allons poursuivre cette fois-ci en allant sur la toile. Oui, puisqu'on parle de numérique, pourquoi ne pas aller suivre l'actualité sur la toile tout de suite? C'est l'ActuWeb. Amis du web, bonsoir. La revue de ce lundi démarre par les informations au plan national. La deuxième conférence internationale des ministres de la Santé et des ministres ayant en charge les technologies de l'information et de la communication sur la sécurité des soins en Afrique a démarré ce lundi 18 juin au Bénin. Durant 5 jours, les discussions vont tourner autour de la problématique apport du numérique dans l'amélioration de la performance des systèmes de santé en Afrique, quel enjeu pour la gestion de la sécurité des patients et le développement du tourisme médical. Pour préparer les travaux de ce grand rendez-vous qui a lieu 6 ans après la première édition, organisée en 2012, les experts venus de plusieurs pays se sont retrouvés hier dimanche pour des travaux préparatoires.
Selon le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, les ministres des TIC ont été associés cette fois-ci pour relever de façon efficiente les défis qui attendent le secteur de la santé et booster l'amélioration de la qualité des soins dans les hôpitaux. Toujours au plan national, le Bénin peut se réjouir des performances de son athlète Noélie Yarigo. Spécialiste du 800 mètres, elle vient de remporter le meeting international de Marseille avec un chrono de 2 minutes 01,68, un record qui lui donne une avance sur l'Ougandaise Docus Ajok et la Française Leila Bouffarirane. L'athlète décroche ainsi la médaille devant ses challengers. Cette médaille vient s'ajouter à celle reçue à la deuxième place au meeting international d'athlétisme Ostrava Golden Speak en République tchèque le 13 juin 2018 et à celle de Seiko Golden Grand Prix au Japon le 20 mai dernier. Autre information de cette revue, mais sur le plan international cette fois, l'Organisation des Nations Unies alerte sur la sécheresse et la dégradation des terres. Après la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, c'est au tour de la secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, Monique Barbutte, et du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de tirer la sonnette d'alarme sur l'inquiétante progression de la désertification dans le monde. Les deux autorités onusiennes s'exprimaient à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la désertification. Plus de 3,2 milliards de personnes, soit 2 personnes sur 5, sont touchées par la dégradation des sols. 143 millions de personnes pourraient être poussées à se déplacer de leur pays d'ici 2050 pour échapper à la pénurie d'eau et à la baisse des rendements agricoles. C'est notamment inquiété Monique Barbutte. Afin de contrer ce péril, la secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification recommande tant aux consommateurs qu'aux acteurs du secteur privé de changer le comportement des consommateurs et les modes de production non viables, adopter une planification plus efficace de l'utilisation des terres et enfin créer des mécanismes qui motiveront le secteur privé à investir dans la restauration des terres. Terminons cette revue par quelques commentaires sur la Coupe du Monde et on commence par El Cocorico sur Twitter qui dit: cette Coupe du Monde est magique, l'Allemagne qui loupe son entrée, le Brésil et l'Argentine tenus en échec, Ronaldo qui tire le Portugal vers l'Euro à 33 ans et la France qui gagne à l'arrache. C'est le football que j'aime, mais visiblement pas mes paris sportifs. Soutien aux éléphants écrit: pour l'instant, l'Iran compte plus de points que l'Allemagne, le Brésil et l'Argentine réunis. La Coupe du Monde, des surprises. Pour Clément, le meilleur match de cette coupe depuis le début est définitivement Portugal-Espagne. Abdallah lui écrit: après cette journée, je me dis que tout est possible. Le Sénégal, champion du monde 2018. Ce sera tout pour cette revue web de cette soirée. Assiom Gaba, bonsoir. Alors, merci beaucoup à vous, Nadège Sani. Bonsoir également chez vous. Demain, déjà, à 19h45. Et puis après, bien sûr, les plateaux, on va se retrouver pour d'autres actualités sur l'Actu Web. Le grand rendez-vous pour le compte de ce soir, c'est pratiquement terminé. Mais avant de partir, nous allons vous offrir la météo de demain matin.
Allez, avant bien sûr de se retrouver demain, je voudrais tout simplement vous dire merci beaucoup d'avoir suivi cette édition, le tout premier numéro du Grand Rendez-vous pour le compte de cette semaine. Portez-vous bien, chers téléspectateurs. Bonne soirée sur BB24. Ciao.